Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Au Quotidien. À la présentation ce soir, Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Anthony Piton, bonsoir à tous. Un invité de marque ce soir. Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura CERT Motul, autrement dit le CERT, vous le connaissez. Son équipe a gagné les 24 heures moto ce week-end. Et dans la deuxième partie d'Au Quotidien, très logiquement, Bruno Vandestick, la voix des 24 heures et des 24 heures moto, qui nous rejoint avec Damien Saulnier. Et devinez de quoi on va parler encore ? De moto. C'est la moto qui fait l'actu en ce lundi 22 avril. Au Quotidien, ça commence tout de suite. Et au sommaire de cette édition, le circuit du Mans était en ébullition ce week-end. Pour la 47e édition des 24 heures moto, Suzuki signe donc sa 15e victoire au Mans et le CERT, ou Yoshimura CERT Motul, impose son 8e succès en terre sartoise. Et puis dans les coulisses, nous nous sommes intéressés à la manière dont les équipes et les pilotes tentent de se reposer un peu la nuit quand ils attendent leur tour de piste. Dans le reste de l'actualité, le maire de Coulances-sur-Gers lance un appel à l'aide pour sauver l'EHPAD de sa commune. Et c'est avec ça qu'on commence ce journal, cette information France Bleu Maine, l'EHPAD de Coulances-sur-Gers qui connaît d'importantes difficultés financières. Avec un déficit de 180 000 € en fin d'année 2023 et des finances qui continuent de se creuser. Ses dirigeants viennent de signer une lettre ouverte adressée à l'ARS, Agence régionale de santé, au département et aux députés pour demander une aide d'urgence. Othélie Brion et Alexandre Ferrer. On prend de l'autre main ? À première vue, rien n'a changé pour les résidents de l'EHPAD de Coulances-sur-Gers. Et pourtant, l'établissement a enregistré un déficit historique en 2023 de 180 000 €. Le résultat de difficultés accumulées depuis 2 ans. Alors il s'explique par plusieurs choses, on va dire, surtout alors la base de l'électricité, nous, qui a triplé au cours de l'année 2023. Il est vrai aussi qu'il y a la masse salariale aussi qui a augmenté puisqu'on a eu des revalorisations donc, au niveau des agents. Face à un déficit aussi colossal, l'inquiétude se fait ressentir chez les résidents. On a peur que ça fasse, qu'il y ait une faillite ou quelque chose. Alors, comme qu'on devient de l'île, pour aller où? Les résidents sont d'autant plus en première ligne qu'une des répercussions est l'augmentation du prix de la chambre. Son tarif est passé de 2 000 à 2 200 € par mois. En parallèle, la direction de l'EHPAD multiplie les initiatives pour faire des économies. Nous avons mis certains services en mutualisation, c'est-à-dire le service technique, nous l'avons mutualisé avec la commune. Nous allons grouper également nos achats avec la commune pour essayer d'économiser en termes d'achats. Il y a également nos fonctionnements en termes d'achats que nous allons revoir et certains fonctionnements internes. Une lettre a également été envoyée à l'ARS et au conseil départemental le 12 avril. Pour l'instant, les réponses se font attendre. Au Mans, les arbres de l'avenue Bollé, toujours voués à disparaître. Le collectif d'opposants à l'abattage de 200 érables s'est réuni devant la mairie ce début de lundi après-midi. Une quinzaine de personnes sont venues déposer une pétition de plus de 8 700 signatures. Dans ce dossier, une synthèse du commissaire enquêteur est attendue d'ici les 2 prochaines semaines. De son côté, la municipalité ne les a pas reçus malgré leurs demandes. Les militants dénoncent une forme de mépris de la part des élus. On écoute Michèle Mian, une militante pour la défense des arbres, au micro d'Alexandre Ferrer. On voudrait à nouveau, parce qu'on l'a déjà demandé, mais ça nous a été refusé, un moratoire. Et on voudrait un réexamen du projet qui nous semble trop léger par rapport au patrimoine arboré de la ville, que la nature en ville, que la charte de l'arbre élaboré par la nature en ville prétend sauvegarder. Il y a une espèce de décalage énorme entre les bonnes intentions et les grands principes affichés et la réalité, et par rapport aux arbres et par rapport aux militants. Allez, on en vient à l'actualité principale de ce week-end, c'était les 24 heures moto. Et à la fin, c'est le Yoshimura Motul qui gagne, CERT Motul. Oui, le CERT, devant 78 800 spectateurs cette année. Un record depuis 2011. L'équipage sarto-japonais s'adjuge la 47e édition des 24 heures moto avec un scénario fidèle à ce que l'endurance peut nous proposer entre défaillances techniques et prouesses des pilotes, des chutes aussi.
réussi. Vous allez le voir, l'édition 2024 est résumée par Colin Ancel sur des images d'Amoun Chapsoudine. En particulier celui-ci, le Yoshimura CERT Motul revient de loin. 2 ans après, l'équipe retrouve son rang de numéro 1. Longtemps en retrait, l'équipage franco-japonais triomphe encore pour la 3e fois en 4 ans. L'ambiance des 24 heures, l'effervescence sur la grille de départ. Les passionnés affluent autour des protagonistes de la course. Les commissaires haranguent la foule. Et les pilotes se retrouvent au pied du mur. Greg Black ne veut pas revivre le même départ que l'an dernier. Le drapeau à damier se baisse et cette fois-ci, le pilote du Yoshimura CERT Motul réussit son coup. Dans le stand, on savoure. Après quelques minutes, la métisse de la catégorie expérimentale subit une grosse chute. Pour son dernier barreau d'honneur, l'équipe sartoise espérait meilleur début de course. On avait déjà eu un petit souci au départ, la moto n'a pas forcément bien démarré comme on l'espérait, donc on s'est retrouvé un peu en queue de peloton. Donc il a essayé de pousser, je pense, pour essayer de penser les places et bon, une petite chute pour l'instant. La course est encore longue. En tête, Greg Black laisse la place au Yacht. L'équipage sartois assure le coup. Le Yacht avait un bon rythme, donc je les ai un peu laissés passer pour prendre le rythme de Nicolo. On sait qu'il était très rapide depuis les essais. Ça ne sert à rien de se doubler et faire la course maintenant. On sait que c'est toujours bien pour le spectacle, mais nous on essaie de rester prudents. D'autres concurrents n'ont pas la même réussite. La Honda numéro 5, vainqueur l'an dernier, chute lourdement. Les pneus crevés, la moto regagne les stands grâce à son staff, sous les applaudissements de ses concurrents. Pendant que le CERT a repris la tête, le petit frère du junior team se contente du ventre mou. On préférait être un peu mieux, mais bon, on a eu des péripéties pendant les essais, donc on n'est pas parti de notre place qu'on voudrait. Maintenant, on va essayer de remonter petit à petit. Les chutes se multiplient, notamment à cause des températures des pneus. Et le Yoshimura CERT Motul n'est pas exempté. Greg Black tombe au raccordement. La numéro 12 repart hors du top 10. La nuit s'installe. Véritable épreuve en temps normal, c'est encore pire cette année avec la fraîcheur. Les températures risquent d'être extrêmement froides cette nuit. On annonce du 1 degré aux environs de 5 heures. On va être entre 2 et 1 degré. Donc voilà, je pense qu'on va avoir froid. Dans la catégorie Super Stock, les 2 équipes de tête sont dans le même tour. Rien n'est joué. C'est pas vraiment tendu, c'est très proche. On savait très bien qu'il y avait 2 équipes qui sortaient un petit peu du lot. Pour le moment, on garde notre rythme, on a un petit peu d'avance, mais on sait qu'en endurance, ça peut très vite retomber. Donc on essaie de ne pas faire d'erreur et de garder le rythme qui est le nôtre et on verra bien ce que ça fait. Des erreurs, la numéro 9 en commettra, sera contrainte à l'abandon et laissera la victoire finale à la Honda numéro 55. D'autres concurrents aussi partent à la faute ou connaissent des défaillances techniques. Au total, 21 abandons sont à déplorer sur 48 équipages au départ. Le Yacht en tête n'abandonne pas, mais au petit matin, la chute de la numéro 1 annihile les espoirs de victoire. Le Yoshimura CERT Motul, plein d'abnégation toute la nuit, reprend alors les devants. Doit gérer l'adversité de la BMW numéro 37. Jusqu'à la fin, à quelques minutes du terme, le stand de la numéro 12 n'en peut plus. 15 heures, passage de la ligne, le team exulte. Après le début de course qu'on a vécu, on a attaqué toute la nuit, on s'est vraiment donné à 200%. On y croyait et on a eu raison de le croire. La preuve, on prend la victoire, donc c'est le top. Merci à toute l'équipe, ils ont été géniaux et on le mérite tous. Victoire pleine d'émotions pour les pilotes, mais aussi dans le staff. Que veux-tu que je te dise d'une victoire qui n'est pas la mienne, qui est la leur, mais ils ont fait un boulot super et servi avec des pilotes qui non moins super. Donc cette victoire, elle était à l'arraché, puisqu'il y a eu quand même une chute. Ils ont bien relevé, les mécanos ont bien réparé, les pilotes ont bien remonté la pente et c'est une victoire vraiment méritée et je la prends vraiment dans le cœur. Une bonne manière d'aborder le championnat du monde en vainqueur, avant le prochain rendez-vous à Spa en Belgique, le 8 juin prochain. Et on continue de parler de cette belle victoire du CERT avec le team manager Damien Saulnier. Et le magnifique trophée Damien Saulnier que vous nous avez ramené sur ce plateau. Vous m'avez dit que ça fait au moins 30 kilos. Vous venez de le ramener à bout de bras. Félicitations. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est votre sentiment là maintenant tout de suite? Est-ce qu'il y a un peu de revanche par rapport à l'année dernière? Bonsoir à toutes et tous. Ouais, je crois qu'il y a un petit peu de revanche. Disons que c'était pas encore bien passé là. Ouais, c'est vrai. Oh, non.
Ouais, de la façon dont la chute, là, c'était quand même un peu... Ouais. Au bout de quelques secondes l'année dernière, c'est vrai que Greg Black, hein, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, malheureusement chute au bout de 300 mètres. Hein, et c'était un petit peu la poisse quand même, l'année dernière. Le niveau chance, on n'était pas, bien équipés. Bon, cette année, là, tout était sous contrôle. Ouais, et puis je dirais qu'on a fait une bonne semaine, enfin, tout s'est bien passé, même s'il y a eu quelques petites glissades, quelques chutes tout au long de trois dans la semaine. Oui. Mais globalement, pas de gros dégâts, pas de bobos sur les pilotes. Donc on abordait, je dirais, la course, je ne veux pas dire sereinement, mais on savait de quoi on était capable. Oui. Le rythme, on le connaissait. L'équipe technique, on a fait, j'ai presque parlé de centaines d'essais, de pit stop. On s'était vraiment entraîné. Quand Greg a pris le départ, comme il sait très bien le faire, il est parti devant. Ce qui nous a mis grosse angoisse, grosse panique, c'est la chute quand il a chuté, sorti du deuxième S-bleu avant le raccordement. Où là, on s'y attendait vraiment pas. Mais par contre, c'était samedi après-midi, ça. Exactement. Mais on sait pourquoi. C'est deux petites erreurs techniques, lui par-dessus. C'était vraiment, c'était obligé qu'à un moment il tombe. On a un fuel reset qui permet d'éteindre le voyant de réserve. D'accord. Et nous, on a deux manips pour le faire. Certains se sont demandé si c'était lié au froid, au changement de pneus. C'est vrai que les températures ont beaucoup changé durant la course. Il a fait très froid dans la nuit. Ouais. Alors ça, c'était l'angoisse un peu de la nuit. Il a fait très froid, à 2 degrés. La piste est restée froide très longtemps. L'humidité au petit matin. Moi, l'angoisse que j'avais, je l'ai dit en direction de course, c'est si un safety car doit sortir la nuit quand il fait 3 degrés. Moi, l'angoisse que j'avais, c'était la reprise du rythme quand le safety car s'effacerait. Au niveau du garage vert et au niveau du raccordement, parce qu'on rentre dans la courbe d'un lope à presque 300. Ouais. On prend le point de corde à environ 200-210 km/h, genou par terre et tout. Là, voilà, c'est l'angoisse que j'avais. Fort heureusement, il n'y a pas eu de chutes qui ont obligé la direction de course de prendre la décision de sortir les safety cars. Donc, du coup, ça a roulé constamment. Voilà. Je voudrais qu'on reparle des difficultés de l'année dernière. Est-ce que cette année, vous avez aussi appris de ça, finalement? Est-ce que ça vous a été un peu utile quand même? Oui, quand même, parce que dans tous les cas, il faut toujours tirer une conclusion et positive des erreurs qui peuvent être faites. Alors, Greg, je dirais qu'il n'a pas forcément fait d'erreur l'année dernière. Par contre, ça nous a formés dans le sens que même dès le départ, il peut se passer quelque chose, mais très rapidement. Donc, on est quand même préparé à ça. On s'est préparé pour justement s'il y a un incident dès le début de course. Je pense qu'on était plus prêt encore cette année que l'an passé, même si on était déjà un peu opérationnel. Mais là, cette année, on avait anticipé le pourquoi pas, ça pourrait se reproduire, oui. On emmène les Sartois dans les coulisses également. Et je voudrais qu'on voit un petit personnage, un petit porte-bonheur en illustration que Amon Shamsuddin a filmé pour nous. C'est les illustrations D. Voilà. Ce petit... faut nous expliquer ce que c'est. Vous vous trimballez avec ça, avec l'équipe japonaise du Yoshimura. Et Amon m'a demandé, Amon Shamsuddin, que vous connaissez tous, notre journaliste sportif, m'a demandé de parler de ça. C'est quoi? C'est le Teru. C'est le petit porte-bonheur japonais qu'on a ramené. Je crois même que les Japonais nous avaient offert la première fois qu'on était à Suzuka. Et on a tout ça dans l'équipe. Et on l'a toujours avec nous sur les courses. Il est dans ma sacoche. Là, il était posé et je l'ai toujours. Vous êtes tous un peu superstitieux quand même sur les circuits. Je sais pas, en tout cas, ça peut pas faire de mal. Donc, voilà, c'est ça, on met toutes les chances de son côté. On met toutes les chances, on va aligner toutes les planètes et Teru, il fait partie de la famille. En tout cas, il y a une vraie famille qui s'est créée entre le Yoshimura et le CERT, entre ces deux entités. Là, aujourd'hui, c'est vraiment, ça fusionne et ça fonctionne. Ça fusionne, cette fusion fonctionne. Il y a vraiment cet état d'esprit. Je pense qu'on fait un peu partie de la. Je vais parler même de l'empire Yoshimura parce que Yoshimura, c'est vraiment une très grosse structure qui est en Europe, qui est aux États-Unis, bien sûr en Asie, Japon, dans différents pays d'Asie. Mais avec tout ce qu'on a mis en place, il s'est créé vraiment une relation qui est vraiment très forte, quoi. On imagine que là, maintenant, tout de suite, vous êtes un peu fatigué. Vous n'avez pas dormi depuis quelques temps, non? C'était un lever samedi, samedi matin, il devait être 6h30. Couché hier soir, il était 22h. Ce matin, j'étais à 7h30, 8h moins le quart à l'atelier pour préparer le rangement et surtout l'arrivée des personnes du CERT et du Junior pour anticiper le déchargement, le rangement, l'organisation, mais je voulais que tout soit calé quand eux arriveraient. On va reparler du Junior Team dans la suite, mais là, tout de suite, on va aller encore dans les coulisses de la course la nuit, parce que les équipes essaient de se reposer un petit peu également, n'est-ce pas, Anthony? Oui, eux sont sartois, ils participaient pour la première fois aux 24 heures moto, focus sur le team plein gaz 72. Et leur moto numéro 17, donc, qui a franchi le drapeau à damier en 27e position. Et donc, l'un des éléments les plus difficiles à gérer dans la course, et ce n'est pas Damien Saunier qui va me contredire, c'est la fatigue. L'équipe sartoise nous a ouvert ses portes durant la nuit, immersion avec Colin Ancel.
Éreinté, après avoir lâché le guidon, le relais passé, c'est peut-être là que commence la plus grosse course contre la montre, celle du sommeil ou au moins du repos. 1h40 sépare le pilote de son prochain relais. C'est très simple, à 3 on dort pas. C'est très simple. À 4, disons qu'on a 1 heure de repos, 1 heure de vrai repos entre chaque relais. À 3, c'est pas le cas. Le débrief passé, le pilote se déséquipe, puis Phil se fait manipuler. Pourquoi je peux pas être tranquille à jouer au foot comme tout le monde le dimanche? Vous n'êtes même pas payé pour ça. Pendant que le relayeur suivant, lui, se prépare. J'ai réussi à fermer les yeux, ouais, 25 minutes, 30 minutes, ça fait du bien. Après, tout le monde ne le fait pas, moi c'est indispensable. En général, il va nous rester 30-35 minutes pour refermer les yeux, parce que tout de suite après, il faut déjà se remettre en équipement. Et ça, déjà, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Grâce à l'aide de son équipe, le pilote qui vient de sortir prend le temps de s'alimenter, puis s'en va fermer les yeux. À quelques mètres de là, dans les stands, l'agitation règne, la course continue. La nuit, tous les membres du team ne doivent pas faiblir. C'est une étape à passer. Bon, après, c'est ce qui fait le charme aussi d'une course de 24 heures, c'est d'avoir la nuit, de gérer aussi cette fatigue. En fait, on ne se repose pas. Les seules phases de repos qu'on a, ça va être on va s'asseoir tranquillement, allonger les jambes, on va rester réveillé toute la nuit. Les mécaniciens gardent leur entrain. Avec un arrêt toutes les heures, les phases de repos sont brèves. Peut-être des petites siestes, mais pas de vrai sommeil à proprement parler. Je pense que c'est l'adrénaline et les nerfs qui nous tiennent. Ensuite, je pense que demain, si ça va au bout, il n'y aura plus personne, extinction des feux de très bonne heure. Les feux de la moto, eux, restent allumés toute la nuit, sans relâche. Finalement, de l'équipe, c'est elle qui a le moins de repos pendant ces 24 heures. Et on continue à revenir sur ces 24 heures moto dans la suite. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Profitez-en les amis, si vous avez la chance d'avoir quelques jours de vacances. Alors pour votre soirée, c'est sûr, vous allez pouvoir en profiter, un ciel plutôt bien dégagé dans l'ensemble sur notre département, mais également sur nos départements voisins. Côté température, vous le voyez, celle-ci évolue entre 8 et 10 degrés, comptez 8 degrés du côté d'Alençon, ou encore à Mamers, 9 degrés au Mans, Laval, ou encore pour Sille-Guillaume, idem du côté de Saint-Calais ou encore à Tours, 10 degrés pour Angers, ou encore pour La Flèche. Pour la journée de mardi, au lever du jour, c'est vraiment un franc soleil qui nous attend. Mais attention, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Un proverbe qui va se vérifier en cette journée de mardi avec toujours de belles éclaircies et toujours ce froid qui va persister. Alors très localement, c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri d'avoir quelques gelées matinales. Pull, écharpe et manteau seront de rigueur, en tout cas pour les plus frileux d'entre vous. 0 degré à Vendôme, 1 degré pour Blois, encore pour Saint-Calais, ainsi que pour Mamers, au Mans, la Bazauge ou encore à Pont-Valin. 2 degrés pour Angers, comptez 3 degrés à Laval ou encore pour Alençon. Alors pour la suite de votre journée, on va retrouver une petite perturbation qui, celle-ci, dans un premier temps, sera essentiellement nuageuse. A priori, pas de pluie en vue. Les températures entre 11 et 13 degrés, un mercure qui restera, mais alors tellement bas pour la saison, c'est pas normal d'avoir des températures aussi fraîches à cette même époque de l'année. Pour la journée de mercredi, ça va légèrement s'améliorer, le mercure globalement stationnaire, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour la journée de jeudi, avec le retour des averses, de la pluie, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez les amis une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On parle moto aujourd'hui, mais d'abord on jette un coup d'œil à la qualité de l'air pour cette journée de mardi. Comme celle de lundi, l'indice de qualité de l'air sera moyen en raison des concentrations d'ozone. Les niveaux devraient toutefois demeurer assez limités grâce au vent venu du nord. Nos invités, c'est Damien Saulnier qui est toujours avec nous, le team manager du Yoshimura CERT Motul. Il est rejoint par Bruno Vandestick, le speaker officiel des 24 heures. Et vous avez passé une belle édition encore, Bruno Vandestick, à commenter cette course comme on les aime.
pleine de rebondissements, avec des faits de course, des chutes. On va pas se mentir, on aime bien quand tout se termine bien, voir aussi un petit peu d'action. C'était magnifique en fait cette année. Ouais, j'aime bien, si j'avais à écrire la phrase des faits de course, je mettrais F-E-E-S en fait, des faits de course, les motos finalement, tiens. Voilà, ça m'inspire ça votre phrase et c'est complètement bien résumé. Je pense même que c'est mon édition préférée des 24 heures moto à tout point de vue par rapport aux forces en présence et en effet par rapport au scénario de course et au fait qu'autour j'ai le sentiment que ça s'est bien passé aussi. Je repense à l'invitation lancée à la population mancelle qui a répondu présent et pas que mancelle de venir voir les motos, place des Jacobins mercredi, du monde partout sur le parcours à l'arrivée et je trouve que quand on lance un événement comme ça, il ne peut que bien se continuer. Avec une expérience spectateur effectivement très soignée et tout le monde l'a confirmé. Bruno, au niveau de la course, de votre point de vue d'observateur, je voulais vraiment vous poser cette question. Le CERT, on l'appelle le CERT entre nous. Voilà, allons, appelons-le comme ça. Les pilotes, l'équipe technique, les ingénieurs du Yoshimura, les techniciens du CERT, les motos Suzuki, est-ce que vous pensez que ce CERT a trouvé un combo un peu parfait pour gagner les 24 heures? Une formule qui prend vraiment bien, quoi. Oui, avec une association franco-nippone qui fait même plaisir à voir parce que je trouve que c'est bien de savoir travailler avec les Japonais qui quand même, je trouve au niveau des références planétaires, de l'organisation, du sens de la rigueur, c'est quand même une grande référence aujourd'hui et ça ne fait que valoriser la façon dont est managé au quotidien le Suzuki Endurance Racing Team. Donc ouais, je trouve qu'ils ont trouvé le bon pack, la bonne formule. Maintenant, et c'est ce que je m'autorisais à un moment à dire avec l'un des pilotes hier, je crois que c'était Eric Black à la conférence de presse, et Damien peut en parler, vous commencez à avoir une moto qui est vieille. Alors à partir de quand on considère qu'elle est dépassée, je ne sais pas, ça va être une question, mais elle est à mon avis dans sa 8e année de développement et heureusement quelque part que pour Suzuki vous êtes là, puisque Suzuki est absent de partout ailleurs. Alors peut-être que sur certains terrains cross, que je ne suis pas forcément vraiment dans l'actualité, mais c'est vrai qu'à l'heure de séduire aussi les consommateurs, peut-être que la GSX-R génération 2025, il serait temps qu'elle arrive. Parce que sinon, combien de temps encore pourrez-vous dominer le plateau avec une moto dont la base roulante remonte à quoi, 2017 ? Complètement. 2017, ouais, tout à fait. Alors, Suzuki est encore présent, oui, effectivement, en motocross. Roxen fait un très bon parcours avec la RMZ. Et après, il n'y a pas d'autres activités de Suzuki, que ce soit même sur le rallye auto, le MotoGP, etc. Oui. Moto de 2017, dans l'arrivée de cette moto, elle était très performante, voilà. Elle l'est toujours parce que Yoshimura travaille toujours sur le développement de la machine et travaille très sérieusement, beaucoup d'essais dans l'hiver, ils ont été sur différents circuits au Japon. Donc il s'est avéré que quand on est arrivé en Espagne, Jerez et Valencia, les Japonais, l'équipe de Yohei Kato, le nouveau président qui a pris la suite de Fujio Yoshimura, on lui a bien expliqué que oui, vous avez bien travaillé. Donc la moto est toujours dans le coup, oui, elle est performante, elle est robuste, elle est plutôt fiable. Les questions vont changer dans les prochaines années. Par contre, ça réfléchit dur chez Suzuki parce que dans tous les cas, on ne pourra pas éternellement garder ce modèle, bien sûr. Il va quand même falloir que pour le grand public, la Gex, c'est comme quand on parle d'une 911 Porsche, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu une marque maintenant. La Gex, on achète une Gex ou une 911, enfin, si on veut ramener ça à un autre domaine. Mais il est certain, quand on voit maintenant la Honda qui est plutôt très performante, la BMW, la Yamaha un peu vieillissante, la Kawasaki qui est revenue, il va falloir que nous, Suzuki, on ait un nouveau modèle pour le grand public, parce que les gagner avec la GSX-R, commercialement parlant, c'est vrai qu'il y a un moment, les gens vont vouloir s'identifier à vouloir racheter une GSX-R et rouler sur la route avec. C'est le sport au service du commerce, de toute façon. Bruno Van Distig, pour en revenir au podium, qu'est-ce qu'il a manqué selon vous au Yacht? C'est juste une erreur de pilotage sur ça? Je pense. Là, par contre, oui, il ne faut pas pointer du doigt le pilote, mais à mon avis, et je pense que Damien Saunier l'a aussi reconnu, il n'y aurait pas eu cette dérobade de la Yamaha. À mon avis, la victoire était quand même pour cet équipage-là, parce qu'à la régulière, vous étiez dans les mêmes chronos, mais effectivement, il y avait eu la chute de Greg avant, qu'il était difficile de compenser. Donc oui, voilà, c'est à mon avis cette chute qui a coûté la victoire à la Yamaha, c'est clair. Pour finir cet entretien, parce que ça va vite le journal, vous le savez, je voudrais qu'on parle un tout petit peu du Junior Team, parce que vous l'avez quand même co-créé. Oui. Enfin voilà, vous êtes enseignant dans l'âme, vous êtes un enseignant au lycée Sud du Mans. Est-ce que ce goût de la transmission, est-ce que ce goût d'apprendre des erreurs des années précédentes et de toujours remettre sur l'ouvrage, c'est pas votre force finalement aujourd'hui, à la fois au Junior Team, mais au CERT aussi, puisque vous en êtes à la tête?
Peut-être. Je trouve que c'est très bien amené. C'est très, très bien amené. Bruno va le dire peut-être. C'est bien amené parce que l'activité, le côté lycée Le Mans Sud Junior Team Suzuki depuis 1997, rentrée scolaire 1997 fonctionne toujours très bien. L'arrivée de François Léveillé a bien... Ils sont 4e sur cette édition. Exactement, a bien continué, nous a permis de bien continuer l'aventure. Ils ont fait une très bonne semaine, 4e au classement Superstock, 12e au classement général. Belle semaine, ouais. Très belle. 5, je crois, non 4e parce que là, il y a une panne d'essence, je crois, dans le dernier tour avec l'Aprilia, exactement. Donc, à votre avis, est-ce que cette analyse est pertinente de dire que ce côté enseignant, cette volonté de transmission, c'est aussi une force aux CERT et aux juniors? Ah oui, forcément. Ouais. C'est la filière détection et accompagnement, puis ça marche toujours, puisque c'est votre meilleur résultat pour le junior team depuis quand même X années, à mon avis. Complètement. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu à pareille fête. Et comme je leur disais, on n'aura pas le rythme pour aller jouer devant. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on aligne les 2 tours d'horloge sans erreur dans les stands. Les élèves ont fait un super travail. Les pilotes n'ont pas été extrêmement rapides. Par contre, ça a été fiable, rapide quand même, constant, sans erreur et tout. Donc, je suis vraiment fier d'eux, ils ont fait un super boulot. Et pour ramener ce que disait Bruno et que vous disiez à l'instant, c'est que Martin Renaudin termine 2e dans la catégorie, c'est un ancien pilote du junior. Valentin Suchet, Guillaume Raymond qui ont roulé au junior. Étienne, Greg ont roulé au junior. Donc, il y a toute cette petite famille qui est devant. Et moi, quand je les vois sur les podiums, c'est les anciens pilotes du junior. Waouh. Merci 1000 fois, messieurs. C'est trop court d'être venu nous parler de cette édition. On a vibré tout le week-end. Merci d'être revenu avec nous là-dessus. Et puis, on a des étoiles plein les yeux avec ce magnifique trophée que vous nous avez ramené. Voilà, vainqueur, le Yoshimura CERT Motul de la 47e édition des 24 heures moto. Bravo à vous. Et on reste dans le sport, tout de suite avec une édition spéciale de 72 sports consacrée aux Jeux Olympiques en Sarthe. C'est bientôt. C'est présenté par Antoine Besson. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain en direct. Et à demain.